Ça, on est au cœur de ton travail, c'est-à-dire que les autres sont dans la maîtrise, comme ça, surplombante un peu. Scénario, et si on tourne pas dans l'ordre, c'est pas grave, puisque tandis que toi, tu avances en même temps avec tes acteurs, puisque les Oui, acteurs aussi passent d'une scène à l'autre et que bien le sûr. film peut bouger, Oui, que le bien sûr. rapport à eux. Mais quand tu fais 20 prises, est-ce que c'est toujours les dernières qui sont les bonnes? Oui. Le Enfin, chemin, c'est la 14e ou la oui, 17e. C'est pas la deuxième, c'est pas la 8e. Ça, non, c'est jamais ça. On n'a pas encore assez travaillé, on n'y est pas. Il faut penser que c'est des plans séquences aussi. C'est-à-dire que c'est pas des. Si oui, c'était des plans courts, peut-être que 3 prises parfois suffiraient ou 2 prises. Mais c'est souvent des plans. Tant que je tournais en pellicule, c'était des plans souvent de 2 à 3 minutes. Maintenant que je peux tourner depuis déjà assez longtemps avec effectivement, je faisais des plans de 10 minutes, 12 minutes, de 14 minutes. Alors tout à coup là, il y a un dosage des silences, à quel moment il redémarre, les changements de tempo. C'est une foule on doit rester 2 jours, 3 jours, 4 jours sur une scène. Enfin, ça paraît insensé qu'on puisse se dire à un certain moment, on va faire 2 scènes dans la journée. Et on les fait. Et je me dis, mais tu es cinglé, mais en même temps, financièrement, je ne peux pas faire mieux. Et parfois aussi, les acteurs sont épuisés. Alors, 17 prises avec un acteur, parfois, il n'en peut plus. Alors, c'est compliqué de le remettre immédiatement, enfin, d'aller jusqu'à 26 ou 28, parce que si l'acteur donne de l'énergie, donne son énergie, passer 20 prises, ici, il ne se passe plus rien. Alors là, oui, il faut repasser, il faut en refaire 7 ou 8 ou 9 pour rien, et on a une petite chance d'accord. d'avoir 2 3 prises. Mais là, 32 35 prises, c'est très compliqué, l'acteur ne comprend plus, il a le sentiment qu'il est persécuté, ce qui est en partie vrai. Euh, 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 c'est un aveu d'échec là, on n'y arrive pas. Alors, je ne m'amuse pas à faire 12, 14. C'est tant que je n'ai pas le sentiment que la scène que je vois me paraît absolument, formellement crédible. Tant que je l'entends, tant que j'entends les mots, tant que j'entends les mots du type qui a écrit, tant que j'entends la bonne façon de l'acteur de dire un peu joliment le texte, tant que j'entends tout ça, je suis obligé de continuer. Ouais. Il y a un moment où effectivement, je ne vais plus entendre le texte. Ils vont peut-être d'ailleurs souvent dans les bonnes prises, les prises que je choisis. Souvent, il y a des mots qui manquent. Tout à coup, je veux dire, le comédien a oublié une partie de son texte, pas systématiquement, mais ça peut arriver. Et je trouve la prise formidable. Et on me dit, mais il a manqué, il manque ces 2 phrases importantes. Je m'en fous. Voilà, j'étais devant la scène aussi ému qu'un spectateur qui la découvrirait et qui serait euh, euh, dans un rapport pas très agréable avec le film. Voilà. Donc j'attends ça, j'attends que ça décolle, j'attends un petit peu de grâce, un peu de je sais pas quoi, enfin, mais surtout que je puisse y croire. Voilà. Tant que je n'y crois pas, tant que je me dis c'est plutôt pas mal, oui, ça ne peut pas m'intéresser. Enfin, je reviens à cette chose et quand ça fonctionne à ce point, je dois dire que j'ai pas un système nerveux très solide. C'est vrai que quand ça fonctionne à ce point, je me suis vu assez souvent, peut-être pas assez souvent, j'aurais aimé que ça m'arrive plus souvent, à décrocher du tournage, à me mettre dans un coin, à aller me réfugier à prétexter d'avoir une envie de pisser ou de je ne sais quoi, pour calmer la bestiole. Parce que là, je me rends compte que voilà, j'ai eu certainement ce que je voulais, puisque je suis dans un état là pas d'anxiété, de jubilation formidable qui fait que le système nerveux est largement attaqué. Et là, il faut du temps, il faut du temps, il faut du temps. Et avec un peu de temps, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, je peux revenir et on peut passer tout doucement à la scène suivante.
Mais tant que ça n'est pas là, je ne peux pas être content. Et je ne l'obtiens pas à chaque fois, hein, c'est une évidence. Hein, je l'obtiens de temps en temps. Je pense quelques fois dans chaque film, et je ne l'obtiens pas tout le temps. Et il y a peut-être des films où je ne l'ai jamais obtenu. Enfin voilà. Ça tient à quoi quand tu dis que tu as le sentiment que tu ne l'as pas obtenu? Ça tient à quoi? Ça tient que le chemin avec les acteurs, c'est pas le bon? Je pense que ça tient à des mauvaises indications de ma part, en partie, et ça peut tenir aussi beaucoup à un mauvais choix d'acteurs ou à des acteurs qui trouvent que l'exigence est trop grande. C'est un peu tout ça réuni, je crois. Et, juste une parenthèse, les producteurs, quand tu tournais en pellicule, ils t'ont jamais dit de ne pas mettre de pellicule pendant les 12 premières prises, puisque tu t'en servais jamais. Non, mais je faisais j'avais aussi le sentiment que si je ne disais pas moteur, on allait faire 40 prises. Oui, on allait multiplier les répétitions sans. Oui, c'est ça. Il fallait que ça tourne. S'il n'y a rien qui s'inscrit. Si rien qui s'inscrit, ça marche pas. Ça marche pas, ils s'en foutent, ils attendent. Et comme ils savent qu'il va y avoir 17 prises, ils n'ont aucune raison de commencer à avancer. Voilà. Donc c'était. Mais du coup, est-ce que le numérique, ça n'a pas tué un peu ça? Parce que les acteurs dans le numérique, ils savent que ça coûte rien, ça coûte en temps, mais ça coûte rien en pellicule, en développement. Est-ce que le fait, ce sentiment, cette responsabilité du fait que chaque prise coûtait de l'argent et qu'il fallait développer de la pellicule, etc., est-ce que quand ça a disparu, les comédiens, ils se sont pas un peu reposés aussi, enfin, parce qu'après tout, les comédiens, ils peuvent se dire, bon, on en fait tant qu'on veut. Non, oui et non, mais je plutôt te parler d'un avantage qui me paraît beaucoup plus important. C'est que il me semble pas, j'ai souffert pendant 20 ans de la bobine de 300 mètres. Tu n'as pas 11 minutes, l'acteur est peut-être sur le point de te proposer quelque chose de infiniment plus intéressant, et tout à coup tu entends couper, il faut décharger, il faut recharger, etc. Et tu vois l'acteur qui s'effondre. Alors ça, je l'ai vécu des dizaines, des centaines de fois. Se dire que à partir du moment où tout à coup tu essaies de l'amener sur la piste de décollage, et qu'il n'y a rien qui peut, objectivement, normalement, il n'y a pas cette saloperie de pellicule qui manque, que tout à coup là, si ça se passe bien, ça va peut-être décoller un tout petit peu, il va peut-être s'écrabouiller 200 mètres après, mais c'est pas certain. Donc ça, c'est un bonheur inouï. Enfin, je ne reviendrai plus à l'argentique pour rien au monde. Pour rien au monde. Peut-être, puisqu'on est là pour ça, on parle un peu de la question de ton rapport aux enfants, enfin à l'enfance, mais finalement on ne sort pas du sujet. Moi j'ai toujours pensé que quand tu fais des films avec des enfants ou des ados, c'est même tu es au cœur de ta façon de travailler avec des acteurs, parce que eux n'ont pas le professionnalisme ou les habitudes, etc. Le savoir-faire. Oui, le savoir-faire. Et que, du coup, le rapport est natif, enfin le rapport est immédiat, et tu es bien obligé d'avancer. Enfin, je pense à Ponette, parce que bon, Ponette, je dis mon rapport à Ponette. Ponette, pour moi, c'est un immense film. C'est un film dans l'histoire du cinéma. Si on m'associe à Ponette, ça te paraît une chose assez logique. Oui, non, c'est pas ça. Je me dis que si j'étais toi, en même temps, je me dirais pourquoi Ponette. Mais non, je suis sûr que Ponette est un grand film de l'histoire du cinéma. Pas juste sur l'époque, etc., pour plein de raisons. Et ce qui me réjouit un peu quand même, c'est que Ponette... moi, je pensais que Ponette allait être un film
dont tout le monde allait parler, dont tout le monde s'emparerait, et puis il a fallu beaucoup de temps. Aujourd'hui, ça y est, Ponette est pratiquement à sa place. Je parle dans la façon dans ton travail, enfin, etc. Mais le danger, évidemment, toujours, c'est que ça arrive aussi, c'est que ça empêche de voir les autres. Enfin, ça empêche. Un film peut masquer les autres. Oui, et les films les plus récents, c'est ce que Oui, je disais. tout à fait. J'ai un souvenir une fois d'une promenade avec Godard, et il s'est arrêté devant des soldeurs de DVD, et il est allé voir à Godard ce qu'il y avait. Et il y avait le mépris à bout de souffle. Il m'a dit, voyez, c'est ça qui restera de moi. C'était pas n'importe quoi, mais un peu de dépit, parce qu'à ce moment-là, il était en train de faire Je vous salue Marie, c'est-à-dire que personne voilà, encore Je vous salue Marie, donc c'est ça le danger, c'est qu'effectivement, ce film empêche. Je me dis, bon, tu as fait ton chef-d'œuvre, donc c'est pas bien, il ne faut pas avoir fait son chef-d'œuvre pour qu'on continue à voir ce que tu fais. En tout cas, pour Net, c'est encourageant par rapport au public. C'est-à-dire, ce film, c'est comme, je ne sais pas, certains films de Renoir, c'est-à-dire ce film qui a été mal reçu, mal compris, qui faisait peur, un peu rejeté. Petit à petit, il a trouvé sa place, y compris avec des... Enfin, je veux dire, moi, par exemple, je me suis battu pour que ce soit école et cinéma. Et d'ailleurs, une fois, on était allés ensemble rencontrer les enseignants, et les enseignants avaient peur du film, en disant que ce film ferait peur aux enfants. Alors, ça leur faisait peur à eux. Ça faisait pas peur aux enfants du tout. La mort et tout ça, les enfants, ils en parlent sans le moindre difficulté, sans le moindre problème. Donc, c'est quand même bien. C'est-à-dire que que ce soit un film qui était quand même très difficile à accepter, que Télérama dise que tu es le cinéaste de Ponette. Finalement, c'est bien. Je trouvais ça plutôt bien. Donc peut-être on peut, parce que Ponette, c'est le cas le plus pur sur les questions fondamentales de l'acteur. Je pense, puisque là, c'était un cas de figure tout à fait unique, hein, une actrice de 4 ans qui ne sait même pas lire le texte, et là, du coup, tu inventes tout. Enfin, tu es obligé d'inventer comment faire un film avec une petite fille comme ça qui sait pas ce que c'est que le jeu, qui sait pas. Et j'ai toujours été impressionné par la méthode que tu as employée avec elle. Donc peut-être on l'énumère un peu. D'abord, tu t'es pas autorisé à écrire seul comme ça dans ta tête le dialogue d'une petite fille de 4 ans. Tu as énormément enquêté, tu as fait faire des ateliers, etc., pour essayer de trouver des mots qui n'auraient pas l'arrogance de quelqu'un qui dit j'écris pour une petite fille de 4 ans. Et du coup, ça devenait possible à dire, enfin, pour elle, mais là, les conditions... Et ça permettait de dire à certains adultes et à certains critiques, de dire, c'est pas un dialogue d'enfant, enfin, c'est un enfant de 4 ans ne peut pas dire ça. Ne dis pas ça. Donc après, il y avait la méthode, alors, en l'occurrence là, avec cette actrice-là, parce qu'en fait, après, on verra que finalement, ce que tu as fait avec Ponette, tu le fais avec tes actrices en général, enfin à peu près, ça ne change pas grand-chose, le fait qu'elle soit grande. En tout cas, ça impliquait ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire impérativement tourner dans l'ordre. Parce qu'elle, évidemment, elle ne pouvait pas se dire, tiens, là, je tourne un truc qui est dans le film à 20 minutes avant. C'est-à-dire, tu avançais avec elle, et toi et Caroline, parce que je pense que ce film, c'est un film où le chef-op a été très important. C'était donc Caroline Champetier, c'est-à-dire vous avanciez tous en même temps, quoi. Enfin, oui, on pourrait citer l'ingénieur du son aussi, également. Oui. Et quasiment toute l'équipe. Enfin, oui, là, les techniciens n'étaient pas seulement des techniciens. Ouais. Ça obligeait, au niveau de l'écoute, au niveau de comprendre ce qui se passait, et puis au niveau, puisque tu parlais tout à l'heure des repos, là, les repos, c'était génial, puisque il fallait qu'elle fasse la sieste. Les petits, il fallait qu'ils fassent la sieste. Et du coup, tu ne tournais pas au moment où il y avait le soleil, etc. Et tu tournais après la sieste.
Et du coup, j'adore cette histoire. C'est-à-dire que du coup, la couleur particulière de ce film vient du fait que tu tournais beaucoup au moment où le soleil tombe un peu. Et du coup, il y a une douceur des lumières dans ce film qui est liée au départ, pas un choix esthétique premier, qui est lié au fait qu'il fallait qu'elle fasse la sieste. Et du coup, le reste se déduisait un petit peu de ça. Et je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont vu là le montage qui a été fait par... je suis moi aussi fatigué. Enfin, vous l'avez vu, c'est ce qui s'appelle Jouer pour net. C'est-à-dire que quand même, quand on voit le premier jour, on se dit, ce doyen, il est fou. Parce qu'il n'y arrivera à rien avec cette petite. C'est impossible qu'elle fasse un film. Et tout le monde est très déprimé quand on voit les rushs du premier jour. Et toi, tu continues à y croire. Tu te dis, je vais y arriver. Alors que n'importe qui, tu aurais montré les rushs au producteur, il aurait arrêté le film le premier soir. Parce que c'était impossible que ça marche. Donc, qu'est-ce que c'est à ce moment-là qui fait que toi, tu te dis, ben, on va y arriver, quand même, avec elle et tout ça. Je ne pouvais pas imaginer un premier jour qui se passe bien. Donc, une enfant de 4 ans, aussi intelligente, subtile, avec autant de fantaisie, mais comment c'est possible tout à coup de se trouver au milieu de 15 techniciens et de toutes ces demandes? Il n'y a aucune chance. Donc, le premier soir, je ne suis pas rassuré, mais je ne suis pas inquiet plus que ça. Tu te dis, on va y arriver. Oui, parce que j'ai vu l'enfant, j'ai vu que l'enfant était obstiné. Elle était aussi têtue que moi. Alors, ça m'allait bien. Elle n'a pas non plus lâché, elle n'est pas sortie du lit dans la première scène. Elle a fait son sabotage, mais c'était un sabotage contre le film ce jour-là. C'était pas du... Elle ne cherchait pas à faire exploser le film. Et je pense on se craignait, mais elle me craignait. Donc je crois qu'elle ne cherchait pas le coup dur. Et dès le deuxième jour, ça a commencé on pouvait passer une vitesse. Alors si on pouvait passer une vitesse au deuxième jour, il n'y avait pas de raison ça semblait pouvoir se gagner. Sans certitude, évidemment, mais ça semblait pouvoir se gagner. Et puis on avait des rapports, tous les deux, qui allaient bien. C'est-à-dire que je ne la dominais pas. Quand je suis allé la voir le premier jour chez elle, elle m'emmenait dans sa chambre immédiatement. Et puis, moi j'avais choisi. Et je n'avais pas été choisi. Et pendant 1 heure, on a joué avec Yoyote, sa poupée, et pendant 1 heure, j'étais là, visiblement, elle se demandait si, avec ce type-là, il fallait faire un film. Qu'est-ce que c'était qu'un film? Je ne sais pas. Mais quelque chose avec ce type-là. Et après 1 heure, la décision a été prise, peut-être avant d'ailleurs. Oui, j'allais faire un truc avec ce type-là. Voilà. Alors, ça, les autres ne le savent pas, mais moi je le sais et ça me réconforte d'une certaine manière. Bien sûr, c'était une espèce de contrat initial tacite que finalement vous pouviez faire quelque chose ensemble. Je crois en sa parole qu'elle ne m'a pas donnée, mais de sa manière, je crois en sa parole. Oui. Mais est-ce que tu fais pareil avec des acteurs adultes? Quand tu choisis un acteur, est-ce qu'il y a cette phase où tu te dis il faut que lui aussi me choisisse, ou bien c'est autre chose, c'est un autre type de relation? C'est mieux quand on se choisit, oui. C'est vraiment beaucoup, beaucoup mieux. Quand on ne se choisit pas, c'est souvent un signe. Ça m'est arrivé quelques fois, et la plupart du temps, ça peut changer, ça peut évoluer en cours de film. Oui, ça. Mais la plupart du temps, c'est pas facile à remonter. Donc, il vaut mieux être choisi aussi. Et toi, quand tu es choisi, tu es assez ouvert, parce que je me souviens que sur La Pirate,
Léotard allait pas très bien et tout ça, et il t'a demandé de jouer, il n'y avait pas de personnage pour lui, et tu as dit, ben, on fait le film quand même avec toi. C'est-à-dire, tu as Oui. créé un personnage au dernier moment, parce que ce type avait besoin de toi, enfin, besoin, au sens, là pour le coup, tu étais vraiment choisi à 100%, puisque tu cherchais pas. Donc là, c'est lui qui t'a choisi. Un peu. Oui, il m'a peut-être plus choisi que je l'ai choisi. C'est pas impossible, mais j'avais malgré ce qu'il absorbait et malgré la difficulté à l'entendre, qui était plus grande que vous aujourd'hui avec moi, je ne pouvais pas imaginer qu'il n'allait pas être le type qu'il fallait choisir. Voilà. Je ne pouvais pas imaginer le contraire. Et j'ai jamais pensé le contraire, sauf le dernier jour, il m'a planté parce qu'il n'est pas venu. Donc, Oui, là, c'est un plus peu embêtant. un peu fâché. Mais bon, on n'a pas tourné la séquence qu'on a tournée. Je ne sais pas d'ailleurs ce que cette séquence dans le film. Je n'en ai aucune idée. J'ai oublié. Mais j'ai un autre souvenir de La Pirate. C'était une semaine avant Cannes. Tu nous avais montré un peu le film et tu disais il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui ne va pas. Et tu as pris la décision, à une semaine de la prochaine à Cannes, de ne pas passer la première bobine. De dire... Tu ne te souviens pas de ça? Je me souviens pas du Si, tout. si, moi j'y étais. Ah, tu as dit quelques jours avant, on commence à la deuxième bobine. Et effectivement, quand on entre dans le film, c'est très abrupt. Puisque tu avais décidé, mais arbitrairement, comme ça, Mais d'enlever la ça première me bobine. surprend pas. C'était arbitraire ce jour-là. Mais j'ai toujours... j'ai jamais aimé... il y a des gros mots enregistrés, là, d'autrefois à Tavernier, les belles introductions. Ça m'a toujours irrité. Et parfois, j'ai dû en faire des belles. Et donc, voilà, je n'aimais pas trop qu'on me présente comme ce qu'on fait dans le premier acte de la tragédie classique. Là, si on peut passer au deuxième acte au plus vite, c'est quand même beaucoup mieux. Enfin, tu étais Deleuzien sans le savoir, puisque Deleuze, il dit il faut commencer au milieu. Il faut prendre les choses par le milieu et pas par le début. Oui. C'est pas intéressant. Il vaut mieux les prendre directement en route. Alors, je reviens à Paulette. Ce qui est très beau, ce qu'on comprend, parce que quand même, on a de la chance qu'il y ait eu ce film fait à partir des rushs, de tous les rushs que tu lui avais confiés. Et ce que j'adore dans ce film, c'est finalement le dialogue que vous avez, qui est incroyablement réglo, adulte, que si elle a mal joué, tu l'engueules. Tu lui dis, mais tu me prends pour qui? Tu es paresseuse, t'as rien fait. C'est-à-dire, c'est un rapport plus adulte qu'avec un acteur adulte. Et du coup, évidemment, c'est très bien, parce qu'elle, quand elle dialogue avec toi, on comprend que vous êtes à égalité. Enfin, c'est-à-dire que si toi, tu lui dis, mais t'as été nul, qu'est-ce que t'as rien foutu dans cette prise, elle se dit, bon, quand même, il faut que je lui montre que c'est pas vrai. Il faut que je bosse, il faut que je sois meilleur. Et ça, évidemment, il y a plein de cinéastes avec une gamine de 4 ans, ils auraient été dans la démagogie, dans le truc un peu comme ça, de vouloir lui faire plaisir. Et tu ne cherches pas à lui faire plaisir. J'ai jamais voulu lui faire plaisir, oui. C'est ce qui était évident. Et elle n'était pas dupe et elle trouvait ça très bien. Parce que de temps en temps, un petit peu de savoir-faire en cours de tournage faisait qu'elle voulait me faire croire qu'elle avait donné ce qu'il fallait. Voilà. Et je lui disais, moi. Alors on n'était pas toujours l'un à côté de l'autre. Alors on avait une espèce de petit rituel un petit peu rigolo qui était que on ouvrait les bras. Alors c'était elle qui commençait d'ailleurs. Ça voulait dire que c'était absolument magnifique, qu'elle ne pouvait pas aller au-delà. Et puis ça, ben non. Évidemment non. Alors de temps en temps, elle voulait me faire croire, elle me faisait ça. Et moi je disais ça. C'était réglé, on n'est pas beaucoup, pas plus à se dire. Ça suffisait. Et de temps en temps, à l'inverse, elle pouvait me dire
ça avec du doute et je disais, ah non, Et toi, pas mal. On peut avoir ça, mais enfin, là, non, n'exagère pas. Tu te mésestimes, c'était déjà plutôt très bien. Voilà. Donc ça, on a eu ce petit rituel tout le long du tournage. Du coup, c'est une relation, finalement, de cinéaste à actrice, où l'âge de l'actrice n'est pas si important que ça. Non. C'est-à-dire que la façon dont tu t'adresses à elle et dont tu avances dans le film avec elle, finalement, il n'y a pas beaucoup de différence. Avec, disons, un film où tu as fait des chemins comme ça avec des actrices adultes. Enfin, c'est pas... Oui, parce que je n'ai pas de raison de... je pense depuis toujours, hein, donc c'est comme... que du côté... Je viens un peu radoter, pardon, mais du côté des sentiments, je pense qu'elle en sait quasiment autant que moi, pour ne pas dire autant que moi, je vois pas ce que fait quasiment. L'amour, l'abandon, la trahison, enfin, etc. Tout ce qui concerne le sentiment. Je ne peux pas imaginer qu'elle en sache moins que moi. Alors, à moi d'expliquer la scène pour dire ce qu'il y a plutôt dans cette scène-là. À partir du moment où elle a saisi ce qu'il y avait dans cette scène-là, on est absolument à égalité. Il y a quelque chose à jouer. Ce machin à jouer, il est d'ordre, non pas sentimental, mais il y a des sentiments à exprimer qui peuvent être contradictoires. Il n'y a pas juste un sentiment à jouer. Et à partir du moment où ça se joue, oui, si, et il était clair que si quelque chose n'était pas bien entendu, bien compris, il était de son devoir de venir continuer à discuter avec moi et qu'on ne démarrait pas une scène avant que la scène était entendue. Voilà. Alors, si effectivement on pense qu'un enfant ne sait pas ce qu'est l'amour, la haine, l'abandon, je sais pas. On travaille même pas avec un chien ni avec un chat. Là. Je sais pas avec quoi on travaille. On travaille avec, enfin, on travaille pas. On peut pas travailler. Donc ça m'a toujours paru facile, à l'inverse de peut-être Pierre Lagarde et quelques autres. Ça m'a toujours paru facile de travailler avec un enfant. Voilà. Travailler avec un enfant ne m'embarrasse pas du tout. Je sais que Garel, c'est un embarras. Moi, ça ne m'embarrasse, non seulement ça ne m'embarrasse pas du tout, mais je me dis, chance quand même de travailler avec un enfant qui en sait autant que moi et qui n'a aucun savoir-faire. Je simplifie beaucoup là. Donc, voilà. Ce qui me fait plaisir dans ce que tu dis, c'est que moi j'ai toujours pensé que tu étais un cinéaste du sentiment et pas de la psychologie. Oui. C'est-à-dire que dans tes films, tu travailles directement, y compris l'incarnation du sentiment, et pas la psychologie au sens psychologique, en fait, du cinéma banal, oui. de la psychologie. C'est-à-dire ta matière première, c'est les sentiments. Mais c'est comme une matière première assez brute. Et après, avec les acteurs, tu cherches comment en faire quelque chose, enfin, de ça. Tu as peut-être une réponse, tiens. Oui. Je veux que tu me dises que j'ai raison. Tu as totalement raison. Oh, comme je te donne raison.